sommes ravis d'être là en votre présence et nous représentons Saint-Josse, la section de Saint-Josse. Il y a plusieurs des candidats qui sont ici présents, dont moi-même, donc je m'appelle Nathalie Erkan. Il y a mon colistier ici, Yannick, et Néhémie qui sera assis sur notre gauche et qui arrive tout de suite. Voilà, et alors notre invité d'honneur ce soir, c'est Monsieur Claire Failly, le bourgmestre de Scarbeck, que tout le monde connaît, je pense, et qui est venu pour nous parler et répondre à vos questions, et parce que Saint-Josse, c'est la commune voisine de Scarbeck et qu'il y a pas mal de similarités au niveau du programme. Voilà. Voilà, bonsoir. Moi, je suis venu ce soir, je n'ai pas fait une grande distance, hein, j'ai fait un petit kilomètre pour venir jusqu'ici, mais je suis venu pour soutenir l'équipe des filles ici à Saint-Josse. Parce que dans toutes les communes, mais peut-être à Saint-Josse en particulier, on a besoin de compter au conseil communal sur des gens qui sont bien assis sur des valeurs qui sont les valeurs essentielles de la démocratie, du respect de la démocratie, du respect des citoyens, et qui font vivre cette démocratie. Ça veut dire faire fonctionner la commune en écoutant toutes les composantes de la population, en mettant en œuvre ce qu'on appelle les principes de participation citoyenne, en essayant le plus possible, dans chacun des projets que la commune met en œuvre, d'organiser une concertation avec les habitants pour déterminer les bonnes orientations du projet. C'est quelque chose qui est bien ancré chez nous, dans nos valeurs défis, et aussi les gens qui sont en matière éthique, en matière de comportement politique, qui sont, nous l'espérons, irréprochables. Je crois que dans le contexte politique actuel, c'est bon de le rappeler. Ça, c'est les grands principes qui fondent l'investissement politique des candidats défis. Après, sur les enjeux du programme, il y a évidemment des contextes politiques différents selon les communes. Et évidemment que le programme n'est pas tout à fait le même si on est à Volée-Saint-Pierre ou si on est à Saint-Josse ou à Scarbeck. Saint-Josse-Scarbeck, heureusement, c'est assez proche. C'est des contextes similaires. Et très franchement, quand la frontière passe parfois au milieu des quartiers, j'ai moi-même parfois du mal à distinguer si je suis sur Saint-Josse ou sur Scarbeck, c'est les mêmes réalités. Et cette partie du territoire, en tout cas que moi je connais, partie Saint-Josse, on le sait, ce sont des anciens quartiers qui accueillaient la classe moyenne bruxelloise, même la classe aisée bruxelloise, il y a un siècle, et puis qui progressivement ont vu quitter cette classe moyenne et ont vu arriver toute une série de personnes issues de l'immigration, tous ces nouveaux Belges qui font la diversité du paysage politique, ou du paysage citoyen qu'on a en région bruxelloise et qui, pour une grande majorité d'entre eux, ne demandent qu'à prendre pleinement part à la société et montrer qu'ils sont aussi créatifs, travailleurs, intelligents, intéressés à la chose publique que tout le monde. Et donc une des premières choses qu'il faut mettre en œuvre quand on fait du travail politique dans des quartiers comme celui-là, c'est bien de tenir un discours qui est de dire tous les citoyens ont les mêmes droits. Tous les citoyens doivent être écoutés. Tous les citoyens font partie du projet politique dans lequel on veut entraîner la commune. Je fais un petit rappel historique. Bon, moi j'ai déjà un peu de bouteille maintenant, je connais que je suis bourgmestre depuis 18 ans dans la commune voisine de Scarbeck. Et la commune de Scarbeck, elle a connu une histoire politique très particulière. Vous êtes tous jeunes dans la salle. Mais années 80 et 90, elle a eu un bourgmestre qui a construit sa vie politique et ses succès politiques sur du racisme politique dans la mise en œuvre de ces actions communales. À l'époque, les étrangers ne votaient pas. On se met à danser. À l'époque, les étrangers ne votaient pas et il avait construit toute sa stratégie politique sur la distinction entre ceux qui votaient ou ceux qui payaient des impôts et qui votaient et ceux qui ne payaient pas d'impôts et qui ne votaient pas. Et il a construit de vraies politiques sur base de cette analyse raciste du territoire. Là où les gens payaient des impôts, la commune faisait les travaux, entretenait les voiries, faisait l'éclairage public, rénovait le petit parc, construisait des crèches. Et là, dans ces quartiers proches de Saint-Josse, où il y avait des non-électeurs et des gens pauvres qui payaient peu d'impôts, tant pis, et ils laissaient se dégrader les rues, tant pis pour l'éclairage, la police passait moins souvent, il n'y avait aucune crèche communale
dans les quartiers de cette ville. Donc ça, c'est totalement inacceptable, et c'est ça, en tout cas, moi, qui m'a engagé à faire de la politique dans cette commune, c'est de dire, non seulement elle est mal gérée, globalement en déficit, il n'y avait pas de police, c'était l'abandon partout, et il y avait une stratégie politique de racisme, de non-écoute des gens. Et je me suis engagé dans un combat, justement, pour dire, tout le monde doit avoir sa place, tout le monde doit être écouté, et si on le veut, il doit y avoir moyen de mieux gérer cette commune. Quand je suis arrivé au pouvoir, Schaerbeek allait très très mal. Et on avait une situation budgétaire absolument catastrophique. On était encore en francs belges à l'époque. Je vais essayer de traduire en euros. On avait environ 20% de l'argent qu'on dépensait ne rentrait pas dans les caisses. Quand on dépensait 5 euros, il n'y avait que 4 euros de recettes. En fait, on avait, je crois qu'on dit les chiffres, environ, on avait 100 millions, je demande millions d'euros, 100 millions d'euros de recettes et 122 millions de dépenses. Une entreprise privée, un commerce qui tourne comme ça, ne tient pas longtemps et s'écroule tout de suite. Une commune ne pouvait pas, comme une entreprise, vendre un département, vendre des bâtiments, on ne peut pas vendre les écoles, je ne peux pas vendre les parcs. Il fallait serrer la vis, on a serré la vis partout. Mais on a mis 3 priorités. Il y a 3 choses auxquelles on n'a pas touché. On a investi plus dans la sécurité, dans la propreté et dans la rénovation des quartiers et des quartiers anciens. Mais partout ailleurs, on a serré la vis. Je dis ça pourquoi? Parce que la base de la base d'une bonne politique communale, c'est d'assurer les conditions essentielles de la vie dans les quartiers. Et les conditions essentielles, c'est qu'on puisse sortir de chez soi sans se faire agresser, d'avoir une bonne police, une bonne sécurité. Sécurité, ce n'est pas que la police. Je prends parlé tout à l'heure, il y a d'autres politiques à mettre en œuvre pour atteindre la sécurité, mais la présence policière, quand il y a un climat de sécurité, c'est la première des choses à faire. Deuxièmement, la propreté. Quand on sort de chez soi, c'est crasseux. Quand on rentre sur des crasseux, on n'aime pas son quartier. Et troisièmement, l'agrément général, la rénovation urbaine, l'agrément général des quartiers. Et c'est ce qu'on a mis en œuvre progressivement. Alors Saint-Josse a une histoire un peu différente. À Saint-Josse, il y a eu M. Cudel pendant très longtemps, qui a vu et accompagné le déclin de sa commune, parce que les années 50, c'était une commune très chic. Et qui a, voyant sa commune s'appauvrir, qui a eu une stratégie très particulière, c'est que sur la moitié de son territoire, années 70 et 80, il a accueilli des bureaux et des hôtels. Et Saint-Josse a ceci de très caractéristique par rapport à toutes les communes de Bruxelles, c'est que presque un tiers de son territoire, c'est une partie presque non habitée, avec des bureaux et des hôtels. Et ça rapporte énormément d'argent à la commune. Saint-Josse est une commune qui est la plus pauvre de Belgique. Les habitants de Saint-Josse sont les habitants les plus pauvres de Belgique, les habitants. Mais l'administration communale de Saint-Josse est une des communes en région bruxelloise qui a le plus gros budget par habitant. Je suis même un peu jaloux. Moi, à Schaerbeek, j'ai une commune de 133 000 habitants. C'est la 6e plus grande de Belgique en population. Le revenu moyen par habitant fait que je suis la 4e ou la 5e la plus pauvre de Belgique. Un petit peu plus riche que Saint-Josse, mais plus pauvre que Charleroi. Mais le budget, les recettes communales, les recettes fiscales, les impôts qu'on prélève, les taxes sur les hôtels, les citoyens, font que mon budget ramené par habitant, parce que 133 000 contre 30 000 pour Saint-Josse, pas comparer les chiffres, ramené par habitant, mon budget à Schaerbeek, c'est la moitié du budget de Saint-Josse. Le bourgmestre de Saint-Josse, il a 2 fois plus d'argent par citoyen que je n'en ai moi à Schaerbeek par citoyen. Et avec ça, la commune, elle doit payer tout ce qui est les services de base. Il faut payer la police, il faut payer les dépenses du CPS, il faut payer la propreté, il faut payer l'administration. Et puis, il faudrait payer les dépenses de base. Vous pouvez alors faire des activités, ou des fêtes, ou des subsides, ou investir dans la rénovation urbaine. Mais c'est vous dire qu'à Saint-Josse, vu de Schaerbeek, il y a des moyens gigantesques. Eh bien, une des premières choses qui, moi, me choquent, c'est que mon collègue Emir Kir, que je vois chaque semaine dans la zone de police, est le premier des bourgmestres que je connais dans la zone de police, qui est arrivé en disant, pour la police, on va serrer la vis. On va dépenser moins.
Moi, j'ai le sentiment qu'on a besoin de plus de police de quartier. Je pense que tout le monde est heureux de savoir qu'il y a un policier qui n'est pas loin, auquel il peut faire appel ou qu'une patrouille peut venir. Je ne suis pas en train de défendre la police comme la seule solution. Je pense que la rénovation urbaine, la présence d'éducateurs de rue, le travail associatif, le travail avec les quartiers, le travail avec la jeunesse, tout ça est essentiel pour assurer la sécurité. Mais si dans notre zone de police, puisqu'on a créé les zones de police en 2002, en mettant ensemble les communes de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere, si dans la zone de Bruxelles-Nord, elle s'appelle comme ça, moi je suis le seul qui était là à l'origine, il y avait M. Vervoort pour Evere et Jean Demanet pour Saint-Josse, M. Vervoort a été remplacé par Pierre Meul depuis qu'il est ministre, et M. Demanet était remplacé par Émir Kir. Notre zone de police, Bruxelles-Nord, au tout début de sa création, avec le colonel Janssen, a opté pour mettre en place ce qu'on appelle une police de proximité. Une police qui travaille le plus possible avec les citoyens. Une police où ce sont toujours les mêmes policiers qui travaillent dans les mêmes quartiers, au contact des mêmes personnes, pour essayer de mieux connaître la réalité des quartiers. Et on a choisi un modèle policier, en raison de son principe de police de proximité, de décentralisation de la police. Toutes les fonctions de police sont au commissariat local, qui coûte un peu plus cher. Chez nous, ce que Schaerbeek dépense pour la police, ou ce qu'Evere dépense pour la police, ou ce que Saint-Josse dépense pour la police, est en moyenne 20% plus élevé que les autres communes de la région bruxelloise. Et ça, c'est un choix de modèle de police qu'on a mis en œuvre. Le résultat de cette police de proximité, c'est que depuis la création de la zone de police en 2002, les chiffres de criminalité ont beaucoup baissé. Ils ont baissé plus sur le territoire des 3 communes qu'ils n'ont baissé ailleurs à Bruxelles. Ils ont baissé partout à Bruxelles, mais ils ont beaucoup plus baissé chez nous. La criminalité, rapportée au nombre d'habitants, le taux de criminalité a baissé d'environ 45% depuis 2002. C'est pas mal. Mais ce qui, moi, me heurte aujourd'hui, c'est que M. Kir est en train de vouloir étrangler cette police de proximité. Il n'aime pas le travail qu'on fait collectivement dans la zone de police, Evere, Schaerbeek, Saint-Josse, ensemble, et au contraire, il cherche à limiter les moyens financiers qui viennent à la zone de police. Et c'est d'autant plus étonnant que la commune de Saint-Josse dispose de ressources, je l'explique tout à l'heure, de ressources financières bien plus élevées que la commune de Schaerbeek. Ce qui est assez étonnant par ailleurs, c'est que même avec des ressources fiscales bien plus élevées, la commune de Saint-Josse n'est même pas toujours à l'équilibre financier. Elle a parfois des difficultés à boucler son budget. À Schaerbeek, on a beaucoup moins d'argent, mais on boucle le budget à l'équilibre. Et quand je regarde la nature des services publics qui sont rendus, la propreté publique, bon, c'est pas génial chez nous, il faut reconnaître, mais c'est pas génial, je crois, à Saint-Josse. La rénovation urbaine, les services à la police, les services au guichet, etc. Je ne pense pas qu'ils soient rendus 2 fois mieux à Saint-Josse qu'à Schaerbeek. Et donc je pense vraiment qu'il y a un problème dans la gestion publique et dans la manière dont on dépense l'argent dans la commune de Saint-Josse. Un autre exemple, c'est que Saint-Josse, il y a 30 000 habitants. Hein. 26 ou 28 27 000. 27 000 et on arrondit à 28 parce que c'est 27 000, quelque chose comme ça, j'avais retenu environ 30. Schaerbeek, c'est 133 000 habitants. Donc Schaerbeek, c'est 4 fois plus grand en nombre d'habitants que Saint-Josse. Donc il faudrait, pour balayer les rues, 4 fois plus de gens, pour délivrer les passeports, 4 fois plus de gens, délivrer les permis d'urbanisme, au service jeunesse, pour s'occuper des jeunes de la commune. Un rapport de 1 à 4. À Schaerbeek, j'ai environ 1200 fonctionnaires pour s'occuper de 133 000 personnes et rendre les services publics. Qui sont pas excellemment, mais je pense pas mal rendus sur Schaerbeek. Combien de fonctionnaires y a-t-il à Saint-Josse? Si vous faites une règle de 4, un quart de moins, un quart de moins d'habitants. Un quart d'habitants. 300. Bon, c'est une petite commune, on pourrait dire un peu plus, c'est plus compliqué qu'une petite commune. Ils sont plus que 800.
Et ça, c'est le reste d'une vieille stratégie politique qui fait qu'on ne fait pas bien travailler les services. On n'a pas la pression de devoir bien travailler. Moi, je dis que nous, à Schaerbeek, avec 1200 fonctionnaires, on parvient à rendre des services aussi bons, si pas meilleurs, je pense, qu'à Saint-Josse, parce qu'on organise mieux les services, on essaie de créer les conditions de travail qui sont agréables pour les fonctionnaires, hein, qu'il ait vraiment envie de travailler, pas de se tourner les pouces, lire son journal, et que dans tel service, si le travail peut être fait par une ou deux personnes, c'est pas la peine d'en mettre 3 ou 4 qui vont tous se tourner les pouces, autant les mettre au travail pour des choses efficaces. Donc je pense qu'il y a moyen d'être bien plus efficace et donc de faire des économies, sans doute sur une meilleure organisation des services communaux et de pouvoir réinvestir cet argent au bénéfice des citoyens et des quartiers. Et je pense des nombreuses demandes que vous devez avoir aussi comme citoyens sur les thèmes très classiques que sont la propreté, l'accueil des gens dans les maisons de quartier ou à la maison communale ou ailleurs. Voilà, je dis ça comme ça en intro, sans ligne de conduite très précise, mais je suis prêt et disposé surtout à discuter avec vous, ou vous entendre sur une série de choses, ou interroger l'équipe qui est ici, qui connaît mieux Saint-Josse que moi, mais je connais aussi, hein, parce qu'on traverse souvent cette commune. Oui. Hein, c'est pas très grand, hein, à Schaerbeek, on tombe vite à Saint-Josse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, qui a envie de dire quelque chose, qui dit j'aime ma commune parce que... Nord, où on a une association qui s'appelle S'en Sortir, et on essaie de s'en sortir. C'est déjà pas mal. Donc la problématique que nous rencontrons souvent dans ces quartiers très populaires et très... c'est que bon, il y a beaucoup de problèmes de civisme, parce qu'il y a des nouvelles communautés qui viennent d'arriver depuis, on va dire, quelques années, qui ne connaissent pas encore comment ça marche, et donc nous avons ces problèmes-là. Les gens mettent des déchets et ils jettent la poubelle tous les jours. Il y a plus de poubelles que d'habitants, dans certains cas. Il y a un problème aussi de l'emploi, où il y a beaucoup de gens qui, des jeunes et tout, qui sont dans la rue, là, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien, même s'ils vont à la mission locale, ou quoi que ce soit, ils ont très peu de chances d'arriver à avoir un boulot. Et pourtant, il y a des possibilités. Donc ça, pour moi en tout cas, c'est des problèmes qui sont liés à nos quartiers, parce qu'on a fait un projet par exemple de fleurir la rue verte et la rue de la Prairie. Mmh. Et là on a rencontré des problèmes vraiment énormes avec la bande Aïmir. Pourquoi? Parce que nous avons fait un petit projet de quartier pour essayer de fleurir les deux ruelles. Et nous avons été, on va dire, infiltrés par des personnes qui voulaient fleurir des logements sociaux. Et ce n'était pas prévu dans le projet initial. Donc nous, on a décidé de fleurir les quartiers, les rues où il y avait de la prostitution notamment. À commencer par là. Et donc voilà, donc il y a eu des problèmes. On nous a octroyé un local, on dirait un local des années 70. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, c'est un ancien carré. Et les gens sont incapables de travailler, on peut pas rester 2 heures dans cette salle, on doit sortir parce qu'il y a de la nudité, il y a des trucs. Et là on fait de la... Donc je crois comprendre que M. Kir ne vous aime pas beaucoup. Quand on voit les moyens dont dispose la commune de Saint-Josse, je vous ai dit que vu de Schaerbeek, Saint-Josse, l'administration communale, pas les citoyens, l'administration communale, elle est riche, elle a 2 fois plus d'argent par habitant. Donc, il devrait choyer 2 fois plus ses habitants que je ne peux le faire à Schaerbeek. Et je ne suis pas sûr de l'entendre ni de le voir. Mais je pense qu'à Schaerbeek, et je vous le dis honnêtement, je suis un ancien depuis 1970 à Saint-Josse. Donc j'ai connu monsieur le bourgmestre Guy notre Jean de Manet et monsieur Nolz à votre commune. Que pendant longtemps il a tenu, comme vous avez dit, qu'il était un peu raciste. Un peu beaucoup. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à Schaerbeek, en effet, moi je trouve qu'il y a beaucoup des choses qui sont bien faites à Schaerbeek, que Saint-Josse pourrait prendre exemple, notamment notre service jeunesse.
Et puis au niveau de la propreté, je pense que Scarbeck a une meilleure propreté dans notre quartier. Je pense que l'accueil aussi à la maison communale est très chaleureuse. Et je pense que Saint-Jean devrait apprendre des trucs de ça. Je vais vous répondre trois choses. Je vous ai bien entendu et je vais répondre trois choses vues de Scarbeck. Après, vous entendez ce que vous voulez pour Saint-Josse. D'abord, ce que vous me racontez sur l'idée de se réunir entre habitants pour planter, mettre des plantes vertes dans le quartier, etc., ça me touche parce que aujourd'hui, ce matin, j'avais une réunion du collège de Brest-Réchevin, Scarbeck, tous les mardis matins, on se réunit, on approuve des tonnes de dossiers de gestion, on achète du mobilier, on donne un permis de bâtir, on engage du personnel, voilà. Et un des dossiers qu'on avait, c'était un groupe d'habitants qui a créé un comité de quartier pour fleurir la rue de la Chaumière. C'est juste à côté de chez vous. Juste, il y a un morceau qui se termine sur Saint-Josse. La rue de la Chaumière et la rue, l'autre rue à côté, je ne sais plus laquelle, peu importe. Et ce groupe d'habitants a été accompagné par notre service éco-conseil pour monter un projet et chercher des subsides à Bruxelles Environnement. Dans le projet Quartier Vert, un truc comme ça. Le même projet. Voilà. Et donc chez nous, à Scarbeck, aujourd'hui, on a accueilli ce projet avec bienveillance, en se disant, ben, si les citoyens se bougent eux-mêmes pour améliorer leur quartier, c'est beaucoup mieux que si c'est les fonctionnaires comme eux qui doivent le faire. Vous le connaissez mieux, vous y passez combien de fois par jour? Moi, si je vois mes jardiniers communaux, ils vont passer là, ils passent une fois par mois, ils passent souvent. Donc, ils ne savent pas très bien que, je ne sais pas, dans telle maison, il y a une grande famille avec des enfants qui courent beaucoup, c'est peut-être pas là qu'il faut mettre la plante, il faut peut-être la mettre. Bon. Vous savez mieux le quartier que tout le monde. Donc, et en plus, vous le faites vous-même. Vous allez chacun faire un petit trou, planter votre plante, bingo, quoi. Moi, j'aime autant. C'est pour ça que j'ai moins de fonctionnaires, hein, que je laisse faire les citoyens. Bon, hein. Ils le font eux-mêmes. Les gens font leur bonheur eux-mêmes. Il faut les accompagner, il faut les remercier, il faut les encourager. Donc, aujourd'hui, on a accueilli ça positivement, en mettant deux petites remarques, pour accompagner le projet. Un, c'est qu'on soit dans un quartier comme celui-là très attentif aux personnes à mobilité réduite et que les plantations maintiennent la largeur sur les trottoirs parce qu'il ne faut pas qu'il y ait les plantes qui prennent la place des personnes, des chaises roulantes âgées, hein, donc il faut bien le protéger, mais c'était l'attention des gens, mais on voulait être attentif à ça, personnes à mobilité réduite. Et la deuxième condition, c'était qu'il fallait que la démarche reste une démarche collective. Hein, parce qu'il y avait un projet que chacun fasse le parrainage de la petite fosse devant chez lui. Ben, il faut que ça reste une dynamique de quartier. Parce que quand on est tous ensemble à faire ce travail-là, on est plus fort, on se rend les services, et quand on est parti, je m'occupe de la fosse de l'arbre de l'autre. Voilà. Donc votre histoire me fait penser à cette petite décision qu'on a prise aujourd'hui à la commune de Scarbeck, où au contraire, on accueille positivement les demandes des citoyens et on les encourage à faire eux-mêmes leur bonheur. Voilà. Monsieur le bourgmestre, on essaye, et nous, c'était les pieds d'arbre, donc on a fait les pieds d'arbre, donc impossible de gêner les personnes à mobilité réduite, d'une part, et les balconnières chez les personnes qui sont au premier étage, parfait, qui pouvaient le faire. Nickel. Donc, et en plus, je peux vous dire que c'est la rue de la Prairie, là, Ouais. il y a plusieurs communautés qui parlent vraiment même pas français, et ce projet a pu permettre de faire rencontrer les gens. Nickel. C'est pour ça, magnifique. Et de se connaître un peu. Il faut applaudir, il faut un projet comme ça dans toutes les rues. Voilà. Les deux autres choses que je veux dire en vous écoutant au début de votre intervention, où vous disiez, ben voilà, on a des quartiers très mélangés, avec beaucoup de brassage de population, notamment des populations nouvelles qui arrivent et qui mettent un certain temps, entre guillemets, à s'acclimater, parce que dans d'autres pays, c'est différent. Moi, si j'allais en Chine, il me faudrait un certain temps avant de comprendre les us et coutumes et comment les gens réagissent, comment est-ce qu'on dit bonjour, comment est-ce qu'on ne dit pas bonjour, comment est-ce qu'on gère la propreté ou pas la propreté. Nous, à Scarbeck, ça fait très longtemps qu'on a voulu, et finalement on a obtenu, de mettre en place un parcours d'accueil pour les personnes qui viennent de l'étranger. En Flandre, on appelle ça le inburgering, la citoyennisation. À Bruxelles, ça existe à peine. Donc, il y a en région bruxelloise, les chiffres ne sont pas précis, mais environ 14 000 personnes par an qui s'installent quelque part en région bruxelloise en provenant d'un pays non européen. Donc je ne parle pas des Français, Espagnols, Polonais, Suédois ou Grecs. Je parle des pays non européens.
environ 14 000 par an. 12 000, 14 000, ça dépend des années, peut-être maintenant un peu plus avec les Syriens ou les Irakiens, etc. Et quand vous êtes admis légalement sur le territoire, vous êtes admis légalement sur le territoire, vous avez une prise en charge sociale, ou vous avez vos ressources, peu importe, il ne se passe rien. Ou bien vous avez des amis ou des copains qui vous accueillent, qui vous expliquent, qui vous invitent le dimanche, vous expliquer comment ça se passe, etc. Mais sinon, vous n'avez rien. Et si vous ne parlez pas le français ou le néerlandais, ce n'est pas les papiers comme dans votre boîte qui vont vous aider. Donc depuis très longtemps, on se dit c'est quand même impossible qu'on laisse des gens venir légalement avec un statut légal, réfugiés ou ci ou ça, et qu'ils ne soient pas pris en charge. Ou bien ils ont un réseau de solidarité parce qu'ils sont pris en charge par des amis, ou bien ils n'en ont pas. Et donc on s'est battu pour un parcours d'accueil. La région bruxelloise a enfin lancé il y a 3-4 ans une petite piste de subventionnement, et nous à Schaerbeek on a postulé pour être la première commune qui organisons un parcours d'accueil pour primo-arrivants. On s'est associé pour être plus fort, parce qu'il y avait des bagarres entre communes, et on me disait que comme l'argent devait être distribué par un ministre qui a une couleur qui ressemble à celle des fraises, il était fort probable que l'argent, que serait reconnu le bureau d'accueil de la commune centrale de la région bruxelloise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'est organisé et on a été rencontrer Molenbeek, qui rencontre les mêmes difficultés que nous, et on a dit on va faire un partenariat. Et on s'est mis avec Molenbeek et on a introduit un projet conjoint Schaerbeek-Molenbeek pour faire ce parcours d'accueil. On a fait bien bosser sur notre dossier et notre dossier était retenu comme le meilleur. Et donc on a reçu le subside pour mettre en œuvre le parcours d'accueil chez nous. Je dois vous avouer que l'autre commune centrale s'est arrangée pour se faire récupérer et avoir quand même un petit subside en plus. Voilà. Non, la commune centrale, c'est la grande du centre. Hein, voilà. Et son centre d'accueil a beaucoup de mal à bien fonctionner, mais je ne vais pas rire du malheur des autres, au contraire, c'est triste. Et nous, on a mis en place avec Molenbeek un centre qui, je pense, commence à bien fonctionner. Pour l'instant, on n'accueille que 1000 personnes par an. Mais pas encore, 700 par an. C'est sur base volontaire. On a une capacité de monter jusqu'à 2000. Mais comme c'est encore volontaire, il faut convaincre les gens de rentrer dans le parcours d'accueil. Et ce parcours d'accueil, c'est quoi? D'abord, on accueille les gens dans une dizaine de langues différentes. Hein, premier contact dans des langues qui ne sont pas les langues officielles, mais qui permettent de rentrer avec les gens. Le parcours d'accueil, c'est quoi? Un, c'est des informations sur comment ça fonctionne la Belgique. Hein? Ah, il y a l'obligation scolaire pour les enfants. Ah, qui va désigner l'école où je vais? Ah, c'est vous qui choisissez votre école. Il faut s'inscrire. Il y a des pays où l'école est désignée par quartier, il y a des pays où c'est le bourgmestre qui vous dit où. Ça, on ne sait pas nécessairement. Hein. Vous choisissez l'école de votre choix. Il faut s'inscrire. Il y a des procédures. Et il faut suivre ses enfants à l'école. Comment fonctionnent les papiers à la commune pour telle démarche? Ah oui, mais pour le chômage, ah oui, c'est pas la commune le chômage. Le chômage, c'est un autre. Hein, bon, expliquer les démarches pour ne pas être isolé. Pour pouvoir s'y trouver. Ah, si je veux un logement aidé, je l'ai où? Logement social, ça fonctionne comment ça? Ah, je voudrais travailler, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux valoriser mon diplôme, mes compétences? Ah, on peut vous emmener à Actiris, à la maison locale de l'emploi, enfin voir ce qu'on peut faire. Bon. Donc, tout ça, expliquer aux gens. Les aider à prendre leur vie en main. C'est assez souvent des gens qui ont besoin d'une aide, mais l'objectif, c'est de ne pas rester aidé à vie. D'ailleurs, ce n'est pas leur demande. Leur demande, c'est de travailler. C'est d'avoir la dignité de gagner l'argent pour nourrir leur famille et mener leur projet de vie. Et je ne connais d'ailleurs pas plus travailleurs que les migrants de première génération. Les statistiques internationales le prouvent. Le taux de participation au marché du travail des migrants de première génération est supérieur au taux de participation au marché du travail des Belges. Parce que nous, au bout d'un certain temps, on a appris le système. Alors que les migrants, en fait, ils viennent pour travailler. Ils ont quitté leur pays. Ils sont là pour améliorer leur situation. Et ils veulent travailler. Donc on a créé ce bureau VIA. Donc c'est une chose qu'on met en place. Et dans le parcours d'accueil, il y a un gros volet aussi sur les règles de propreté publique. Pourquoi est-ce qu'on trie les sacs chez nous? Pourquoi les sacs jaunes, des verts, des oranges, toutes les couleurs? Comment ça fonctionne? C'est quoi un compost de quartier? Enfin, on explique tout ça. Et à travers le langage simple de je trie mes bouteilles, je trie mes ordures ménagères, etc., on apprend aussi la langue. Donc il y a des cours aussi de français langue étrangère, pour les adultes qui maîtrisent une autre langue et qui apprennent le français.
Et puis, il y a un module de première orientation professionnelle. Hein, quels ont été, qu'elles avaient fait, ah, vous avez travaillé, ah, vous êtes carrossier, ah, vous n'êtes pas un diplôme de carrossier, mais vous savez réparer les voitures. Hein, qu'est-ce qu'on peut trouver comme job? Bon, sans diplôme, vous ne pouvez pas faire ça, mais il y a peut-être un carrossier qui peut vous engager, vous donner une qualification professionnelle, ou vous êtes ingénieur dans votre pays, hein, ingénieur de quoi? Est-ce que c'est, bon, c'est pas valable ici, le diplôme n'est pas reconnu, mais comment est-ce qu'on peut faire travailler un ingénieur intelligemment chez nous, en faisant autre chose que manutentionnaire, hein, tout de suite, il a des compétences. Donc voilà, je ne dis pas que ça marche tout de suite, je ne dis pas que ça marche magnifiquement, mais en tout cas, c'est mieux que ce qu'on a fait pendant 40 ans, à savoir laisser les gens se débrouiller. Soit ils ont un réseau familial, amical ou quoi que ce soit, et ils sont pris en charge, soit ils mettent longtemps, et puis après on s'étonne que, oh regardez, ils ne sont pas comme nous. Bah, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils puissent comprendre? Rien. Donc, il faut aider les gens, il faut donner le temps de la main, et après ils sont capables de se débrouiller, tout le monde est capable de se débrouiller et de prendre sa place dans la vie et d'assumer dignement l'avenir de sa famille. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur le chômage des jeunes. Ça touche Schaerbeek et on a les quartiers qui ont les mêmes réalités qu'à Saint-Josse. Le chômage diminue pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, mais il reste encore à un niveau très très élevé. Je ne suis pas certain que c'est la commune qui a tous les instruments pour gérer la question du chômage. C'est lié à la formation professionnelle, c'est lié à l'incitation qu'on donne à poursuivre des études qui sont qualifiantes, c'est lié au contexte familial, c'est aussi lié à la qualité des écoles, c'est aussi lié à la situation de l'emploi en général, hein, c'est lié à beaucoup de choses. Moi, dans mon programme électoral, ça ici à Schaerbeek, je suis parti d'une chose, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes, comme on dit, les jeunes issus des quartiers, hein, n'ont pas toujours le niveau de relation pour trouver un petit stage ou un premier job. Et que, une étude à la radio qu'on dit récemment, le meilleur truc de trouver des boulots, c'est par les relations via les amis, l'école, etc. Donc le réseau de relations, parmi des gens qui travaillent, c'est souvent le premier truc pour trouver du boulot. On peut envoyer des CV, les meilleurs CV qui soient. Je vois ici un spécialiste pour aider les jeunes à trouver du boulot, qui est un candidat sur ma liste, que je salue, Elias. Mais on peut aider les CV, mais le réseau de relations est essentiel. Et avoir une première expérience. Bon, moi, je simplement, de temps en temps, je vais sur Internet, je regarde, je compare, et puis je vois un truc qui se fait dans telle ville ou telle commune. Et j'ai vu un truc qui se fait dans les villes américaines, que je trouve une très bonne idée, que j'ai mis dans mon programme. Je veux que la commune elle-même, j'ai mis une proposition modeste, ça coûte déjà un peu d'argent, la commune va offrir, si je suis réélu, vous proposer 200 jobs d'été à 200 jeunes des quartiers. Pour leur permettre, évidemment, d'avoir un job, soyons clairs, hein, un petit job d'été pour un étudiant, ça fait 1 000 euros. Hein, 1 000 euros, ça fait du bien, ça paye après les études, ou ceci, ou les vacances, ou n'importe quoi. C'est un apprentissage d'un métier. Ça veut dire qu'il faut se lever, il faut y aller, il y a un chef, des instructions, il faut répondre. Okay. Et ce que la commune va offrir va être très varié. Je ne sais pas encore où. Il y aura peut-être des métiers très manuels. Ah, mes balayeurs de rue sont en vacances, j'aimerais bien avoir 5 jeunes de plus dans le parc Josaphat pour qu'ils soient propres. Mais il m'en faudra peut-être animateur de jeunesse. Il m'en faudra peut-être, celui-là, il veut étudiant comptable. Comptabilité à la commune. Travailler aux archives, à l'urbanisme, parce qu'il est étudiant ou en archi ou dessinateur industriel, je ne sais pas quoi. Variété. Donc, on va proposer 200, première année sera peut-être 50 ou 100, on verra bien, mais 200 jobs d'été, en sélectionnant les jeunes des quartiers, en disant qui est candidat. Et déjà, la démarche, c'est de se dire à 17-18 ans, je vais rédiger un CV, je vais me présenter, je vais réfléchir un peu à ce que je vais dire pour convaincre à l'interview que je suis plus motivé que les autres. Tout ça, ça les prépare au marché du travail. Ça leur donne une rémunération, ça leur prépare au marché du travail, si on accompagne ça intelligemment, ça leur donne une reconnaissance, quelque chose sur leur CV qui sera utile pour la suite. Et pour la commune, soyons clairs, ça fait du bien. Moi, l'été, il me manque des balayeurs de rue, il y en a avoir 10 de plus pour le parc Josaphat, ça me ferait du bien. Moi, l'été, j'ai des activités jeunesse, je finance des ASBL qui vont engager quelqu'un qui vient peut-être d'ailleurs, pourquoi pas engager un jeune de chez nous. À la commune, à l'urbanisme, les fonctionnaires sont absents, c'est le moment où on peut peut-être ranger les dossiers. Peut-être qu'un ou deux pour ranger les dossiers, ranger les plans, tout ça. Bon, voilà. Donc, ça répond à un double ou un triple besoin. Voilà une des pistes.
qui je pense elle est à la fois nouvelle et en même temps elle n'est pas extraordinairement originale. Mais tout le monde sait faire ça. Voilà, je me tais parce que sinon je suis parti. Moi, si vous mettez 1,50 € dans le jukebox, je suis parti. Oui, moi je suis encore de la vieille génération. Je suis encore de la période du franc. Quelqu'un d'autre a une question, une remarque, une suggestion, une idée, une envie? Madame? Mais, moi, oui. Je suis le bourgmestre de Schaerbeek. Je vais faire ça avec l'argent et l'impôt des Schaerbécois. Donc évidemment, j'aurais du mal à dire à un papa Schaerbécois, je n'ai pas pris ton fils, j'ai pris ce gamin sympathique de Saint-Josse. Là, je ne vais pas me faire réélire. Okay? Par contre, je n'aurai aucun problème, quand j'aurai mis ça en œuvre, que le bourgmestre de Saint-Josse me copie. Ça, je serais très heureux qu'ils viennent dire on va faire comme à Schaerbeek. Ça ne me dérange pas. À Schaerbeek, ces derniers temps, on a été pionniers sur 2-3 choses, et les autres nous copient, et c'est très bien. Je vais prendre des exemples très simples. Il y a 15 ans en propreté publique, il y a 15 ans déjà, la saleté commençait partout, c'est vraiment culturel, c'est insupportable, et on a beau faire des efforts, ça se redégrade récemment. On est les premiers en région d'Oise, en 99, qui avons fait des patrouilles de répression des salissures, des incivilités, en achetant des caméras infrarouges qu'on place la nuit là où les gens signalaient qu'il y avait des dépôts clandestins toutes les nuits. On ne savait pas mettre quelqu'un toute la nuit qui attendait dans une voiture. On a mis une caméra infrarouge. Et avec ça, on a attrapé les gens. On mettait un policier dans une camionnette derrière avec 2-3 agents. Bing, on a attrapé des gens. Ça a eu un impact gigantesque. On a supprimé 90% des dépôts clandestins. Maintenant, plein de communes, Molenbeek copie ça, Bruxelles-Ville copie ça. Enfin, depuis 3, 4, 5 ans, c'est très bien. Une autre chose qu'on s'est dit, pour gérer un problème que tout le monde a, le stationnement. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut plus de voitures, mais en attendant, le stationnement, ça pose un problème dans les rues aujourd'hui. Et les gens disent, ouais, il faut créer du parking, créer du parking, créer du parking. Je dis, bah, avant de créer du parking, est-ce qu'on ne sait pas mieux utiliser les parkings qui existent? Sur mon territoire, à Saint-Josse aussi, il y a plein de parkings d'entreprises qui sont remplis de voitures des travailleurs le jour et la nuit ils sont vides. Ou des parkings de grande surface qui sont remplis de clients le jour, la nuit ils sont vides. Donc moi à Schaerbeek en 2007-2008, on a commencé, c'est la première commune à faire ça. Il y a une taxe communale sur les parkings. Eh bien, on a dit, la taxe communale, d'abord on a doublé, mais celui qui mettait ses parkings à disposition des riverains la nuit, même payant, il ne payait plus de taxes. Donc on a créé un avantage pour les firmes qui avaient un parking sous l'immeuble de 25 places et qui créaient un système de parking de riverains la nuit. On a développé ça petit à petit parking. On a commencé par on avait 3 petits parkings communaux, 30 places sous une école, 30 places à un autre endroit. On a commencé comme ça. On a trouvé une petite boîte qui est un opérateur économique qui s'est créé, une petite start-up qui s'est créée dans un centre d'entreprise qui est à Schaerbeek. On a financé à l'époque par des projets européens, rue des Palais, l'ancien siège de la RTT. Et on a une petite boîte qui s'appelle Bipark, qui s'est maintenant bien développée partout dans Bruxelles. Et Bipark est une petite boîte qui gère l'accès dans des parkings partagés comme ça. On est inscrit chez Colruyt, chez des trucs comme ça. Bipark, ça marche partout. On est les premiers qui avons développé ça. Aujourd'hui, sur Schaerbeek, au bout de 7-8 ans, on a donc rendu disponible 951 places de parking pour les riverains dans les quartiers. Alors ça coûte, vous devez payer peut-être 50 € votre place de parking. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais il y a des gens qui sont contents de trouver une place comme ça, et ceux-là ne vont plus dans la rue laisser la place pour les autres. Voilà, encore un truc, on a été pionnier, donc on est très content d'être copié par tout le monde, parce qu'en soi c'est une bonne idée. Ça coûte beaucoup moins cher que de construire des parkings et de mieux utiliser ceux qui sont là. Voilà. Je me tais de nouveau parce que sinon je suis parti. Les zones 30 à Schaerbeek. Les Zone 30. Les zones 30 à Schaerbeek. Ben, on est là pour être Saint-Josse, mais je Schaerbeek. À Schaerbeek, on a décidé, c'est l'actualité pour l'instant, au mois de mai,
on a essayé au mois de mai, qu'au 1er septembre, Schaerbeek serait une zone 30 km/h. Ça énerve quelques personnes. Même moi, c'est difficile de rouler à 30 km/h, je l'avoue. Mais en ville, la règle déjà, c'est 50 km/h maximum. Et dans les petites rues paisibles où tout le monde habite, on sort avec ses enfants, on parle avec son voisin, ou une rue d'école, ou une rue d'une crèche, ou peu importe, on n'a pas besoin des gens qui roulent à 50. Rouler à 50, on ne se rend pas compte, parce que quand on roule, on est très à l'aise dans sa voiture. Ouais, c'est à cause du confort des voitures. On est très à l'aise dans sa voiture, on a sa petite musique, on roule, on voit bien le rap. Mais pour un gamin qui traverse, une personne âgée qui veut aller lentement, c'est trop vite. On ne sait pas s'arrêter à temps. Et quand on réfléchit, même quand je fais des pointes à 50, ça m'arrive de ne pas rester très longtemps à 50. Hein. Il y a une priorité de droite, il y a un passage piéton, il y a un feu rouge, il y a un double fil, il y a un camion qui livre, il y a quelqu'un qui s'arrête devant moi pour laisser descendre quelqu'un. Donc, je fais des pointes à 50. Puis bah, très franchement, rouler à 30 ne prolonge pas la durée des trajets. Par contre, ça me rend plus attentif à la ville, à apaiser la circulation dans les quartiers, à ce qu'il y ait moins de bruit, à ce qu'il y ait moins de violence routière. À Schaerbeek, on a eu, l'année passée, une série de phénomènes, d'accidents très médiatisés. Donc il n'y a pas d'augmentation du nombre d'accidents sur Schaerbeek, mais des accidents qui ont reçu plus d'attention des médias. Au mois de novembre l'année passée, il y a une jeune femme, 28 ans, journaliste, qui s'est fait tuer à presque 1h du matin, chaussée d'Acte, par une voiture. Chaussée d'Acte, on peut rouler à 50 km/h, la voiture roulait un peu plus vite que 50 km/h, mais elle est tuée, projetée, et le policier m'a dit, même à 50, elle n'aurait peut-être pas fait 30 mètres en vol plané, mais elle aurait peut-être fait 15 mètres. Elle était journaliste au Standard, donc le Standard a parlé beaucoup, toute la presse flamande, et puis les francophones, etc. Et donc on a parlé en 15 jours, beaucoup parlé de cet accident sur Schaerbeek. Vlati pas que 3 semaines après, il y a un chauffeur, mais vraiment un chauffeur, qui ne faisait pas attention à sa voiture, il tourne à gauche comme ça, il y a un passage piéton, il tourne, il ne fait pas attention qu'il y a une dame, il la prend, elle fait un vol plané, elle retombe sur le passage piéton. C'est un endroit où il y a des caméras de surveillance. Et donc les caméras de surveillance ont filmé la scène. La vidéo a été passée sur Internet partout, on a vu vraiment la voiture qui tourne, boum, pouf. La dame, c'est une employée, pas communale, mais d'une ASBL communale. Elle a été pendant quelques jours en incapacité de travail. Ça nous a beaucoup fâchés, évidemment, et grâce aux caméras de surveillance, on a pu identifier, pas la plaque, mais en tout cas la voiture. La police a mis son point d'honneur à faire une enquête, et en 10 jours, ils ont retrouvé la personne, qui s'était caché la voiture était cachée près de Liège. Il y avait toute une histoire pour échapper à ça. En 10 jours, ils l'ont trouvé. Et puis un peu après, encore un mois juste après, c'était début février, je crois. Il faisait les premiers jours de soleil, il fait beau, tout d'un coup il fait à moitié chaud, il y a 12-13 degrés, tout le monde sort. Un dimanche, les gens vont se promener au parc Josaphat. Et le long du parc Josaphat, il y a une voiture, il y a un tournant comme ça. La voiture ne fait pas attention au tournant, monte sur le trottoir, il passe à côté de la station Vilo, et il passe sur le trottoir, et il écrase des familles qui allaient vers le parc. Il y avait un papa avec son fils, sa petite fille. Heureusement, pas trop de dégâts. Contusion, 2-3 jours d'hôpital, mais rien de grave, pas de... Bon. Mais aussi un émoi remarquable, parce qu'il y avait plein de parents qui allaient avec leurs enfants, au parc leurs enfants, boum, de nouveau à Schaerbeek, manifestation, tout et tout. Ras-le-bol de la vitesse excessive ou des chauffeurs qui ne font pas attention au reste de la ville. Et donc, on a voté cette disposition zone 30. C'est pas exceptionnel, zone 30. Hein. Etterbeek, 75% d'Etterbeek est en zone 30 depuis 5-6 ans. Il n'y a pas la révolution à Etterbeek. Saint-Gilles est passé en zone 30. Il y a 3-4 autres communes, je ne sais plus lesquelles, qui sont passées en zone 30. La maire de Paris veut faire tout Paris zone 30. Donc c'est quelque chose qui va se généraliser. Et ça donne aussi... Bon, je ne pense pas qu'on perd du temps en voiture à rouler à 30 km/h. Moi, maintenant que je réfléchis à ça, avant je n'y réfléchissais pas. Maintenant je réfléchis, je capte mon compteur, je vais m'habituer. Hein. Parfois je me dis, ah merde, je suis déjà à 40. Enfin, pas merde, non. Flûte, je suis déjà à 40. Mais je fais attention à 30. À 30, je fais bien plus attention
Je m'arrête plus spontanément au passage piéton. Hein, les gens ne doivent pas se battre pour bien indiquer qu'ils sont là. Ils peuvent directement y aller parce qu'on fait attention. Je fais plus attention à beaucoup de choses. Et on profite plus de la ville, surtout pour les piétons. Ça nous apprend aussi que pour aller faire acheter son pain là-bas, c'est plus la peine d'aller en voiture. Pourquoi pas aller à pied? Et ça fait moins de bruit dans les quartiers. Vous habitez les quartiers où il y a une circulation excessive, insupportable. Donc, je pense que tout le monde va passer à la zone 30. Et je pense que Saint-Josse devrait faire aussi, mais je ne suis pas encore bourgmestre de Saint-Josse. Mais je reconnais que c'est difficile. C'est difficile à faire passer. Je termine vite. Sauf que chez moi, au conseil communal, après ces débats-là, on a eu un grand débat sur la sécurité routière avec plein de mesures. Et ça a été voté à l'unanimité des groupes politiques. Tous les groupes politiques ont voté la zone 30. La liste du bourgmestre, les écolos, ça ne nous étonne pas, le MR, le PS, et le CDH, et le PTB. Ils ont tous voté. Unanimité. Parce qu'ils ont tous dit que c'est une mesure essentielle si on veut apaiser la circulation et garantir moins de violence routière. Et je vais encore dire une chose, c'est que, je parlais de police tout à l'heure, la police de la zone Bruxelles-Nord, depuis que je suis bourgmestre, depuis une dizaine d'années, fait tous les 2 ans un sondage. Parce que la police veut sentir si les statistiques de criminalité qui montrent une baisse de criminalité sont en accord avec ce que les gens pensent. Et donc tous les 2 ans, on fait un sondage. Ça nous coûte 10 000 euros. La zone, bon, c'est payé. On fait un sondage sérieux, une entreprise officielle. Et on pose les mêmes questions tout le temps. Votre sentiment de sécurité, connaissez-vous l'agent de quartier, enfin, des choses comme ça. Les gens ne connaissent pas assez l'agent de quartier. Les statistiques le prouvent. Voulez-vous le voir plus souvent? Oui, on veut le voir plus souvent. Pensez-vous que les choses, vous sentez-vous très en sécurité, un peu, pas beaucoup, etc. On voit que les statistiques montrent que les gens se sentent plus en sécurité qu'auparavant. Ce n'est pas encore parfait, mais plus. Mais on pose des questions sur qu'est-ce qui, dans votre quartier, crée le plus d'insécurité? Qu'est-ce qui vous touche au quotidien? Et on pourrait croire que c'est la criminalité, le terrorisme, les meurtres. Non, non, non. Et ce que je vous dis, c'est les résultats. Depuis 10 ans qu'on fait ça, c'est toujours la même chose. En 1, ce qui me touche au quotidien, c'est les salissures, les tags, les dépôts clandestins. En 2, la violence routière, les voitures qui vont trop vite, qui ne cèdent pas le passage piéton, qui se garent sur les trottoirs partout. Et puis on arrive seulement en 3 ou 4 à des choses qui sont dues. C'est ce qui touche les gens au quotidien le plus. Et je reviens à ce que je disais au tout début, les basiques de la politique, d'une bonne politique, la propreté et la sécurité. C'est la première des conditions pour qu'on puisse déployer un travail de quartier. On ne sait pas aller parler à ses voisins de mettre des plantes vertes si y a des gens qui font qu'à être dehors, c'est dérangeant parce qu'il y a des gens qui viennent vous déranger ou qui fait tellement crasseux qu'on n'ose pas imaginer mettre une plante verte. C'est la base de la base. Et après, on peut développer la vie sociale, la vie économique, la vie associative et créer une dynamique qui fait que les habitants coproduisent la sécurité avec la police, avec l'éducateur de rue, avec les autres personnes, parce que la police ne fait qu'une partie du boulot, mais le fait que le quartier vit bien au quotidien, qu'il y ait une sécurité au quotidien, c'est parce que les parents surveillent leurs enfants, c'est parce que les voisins se parlent, tiens, j'ai vu un type louche l'autre jour, et tiens, il y a du bruit la nuit, ben, je me réveille aussi pour voir si mon voisin, ce qui se passe, ou le week-end, je peux surveiller sa maison s'il est parti en week-end, hein, ou allumer la lumière, ou donner à manger à son chat. C'est ça qui fait la sécurité au quotidien. C'est que les habitants vivent vraiment, occupent l'espace et ont une vie normale. Hein, la police, elle vient quand c'est vraiment grave. Voilà, je suis parti sur droite. Je ne sais plus où j'étais d'ailleurs. Disons, dans l'idéal, les communes sans voiture, ce serait pour moi Je peux encore vous demander un peu de... une utopie. Ouais. Les communes sans voiture. Les communes Merci. sans voiture, c'est le rêve. C'est le rêve, mais j'y crois pas. Et moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense qu'on peut vivre, on peut avoir un peu moins de voitures dans la ville, à condition qu'on ait d'autres moyens de se déplacer aussi bien, hein, à condition qu'on ait d'abord des trottoirs de bonne qualité. Première des choses, avoir des trottoirs de bonne qualité. Nous, à Scarbeck aussi, en 2006, j'ai dit on va faire un plan trottoir. Et chaque année, on met 1 million par an au budget pour rénover les trottoirs. J'ai à Scarbeck un grand tableur Excel
que les services ont fait sur tous les trottoirs de Scarbeck. Il y a 220 km de voirie. Donc on a un gigantesque tableur Excel, tous les trottoirs de Scarbeck, et ils sont en 5 états, A, B, C, D ou E. A, c'est impeccable, on vient de les refaire, ils sont tout nets. E, c'est très mauvais. C, ça va. Et on a commencé par refaire tous les trottoirs qui étaient E, puis D. Et maintenant, on a vu que si on faisait encore pendant la législature prochaine 1,5 million par an, on a 1 million par an, 1,5 million par an pendant 6 ans, on aura fait tous les C. On n'aura plus rien plus mauvais que C. Parce que le trottoir, la marche à pied, c'est le premier des choses essentielles à faire dans une ville. Puis pour la mobilité, il faut qu'il y ait des transports en commun, de qualité, et il faut qu'on développe tous les moyens alternatifs. Le vélo, c'est très bien. Le vélo électrique, c'est pas mal pour ceux qui pédalent un peu moins bien. Ceux qui peuvent pédaler, c'est très bon. Ils font du sport, c'est magnifique. Bon, moi, ça ne me dérangerait pas, un vélo électrique, peut-être, à mon âge. Et donc, transport en commun, etc. Mais la voiture, on ne va pas s'en passer du tout, totalement. Mais il faut qu'on l'utilise moins pour les petits trajets. Vous savez qu'une voiture, une voiture, en moyenne, 95% du temps, elle est immobile. Donc vous achetez une bagnole, il y a des gens qui roulent plus et des gens qui roulent moins, mais en moyenne, 5% du temps, moins d'1 heure par jour, elle roule. Pour la plupart des gens, c'est je prends la voiture le matin, je dépose les gosses à l'école, j'arrive au boulot, à midi je mange sur place, et le soir je repars, je fais une course, je passe à la bibliothèque, je reprends les enfants, je rentre à la maison. Hein? Boum, puis on la gare. Et on s'énerve pour la garer. En soi, c'est un gaspillage. Hein? D'aller mettre un bout de ferraille qui coûte, je ne sais pas, 15 000, 20 000 euros ou plus pour ceux qui s'achètent des grosses bagnoles, 20 000 euros de ferraille là, au milieu de la rue qui ne bouge pas. Il y a peut-être des moyens d'avoir une mobilité plus intelligente. Mais la voiture, elle restera, quoi qu'il arrive, parce que de tous les moyens de transport, c'est le plus pratique. Elle part de là où je suis, quand je ne me gare pas trop loin, elle part de là où je suis, elle va exactement là où je vais, elle prend le chemin que je veux, avec les détours que j'ai envie de faire. Je peux emmener ma famille ou je peux emmener les hommes. Il n'y a aucun autre moyen de transport qui doit fonctionner. Donc la voiture reste. Je suis avec le bourgmestre de Scarbeck, avec M. Bernard Clairfailly. Bonjour monsieur. Bonjour, Jacques Chamlar. On vous félicite, bonne campagne pour les élections. Merci, merci. À Saint-Josse, première fois. Oh, je viens souvent à Saint-Josse, c'est la commune voisine de Scarbeck, mais là, c'est la première fois qu'il y aura une liste défi depuis longtemps. Et donc, j'espère que cette liste défi va remporter le succès qu'elle mérite, parce que chez Défi, nous avons des gens qui s'engagent honnêtement pour faire de la politique. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, ça manque beaucoup. On a vu qu'il y a beaucoup de scandales en politique. Chez Défi, il n'y a pas de scandale, on est des gens qui travaillent honnêtement pour les citoyens. Je vois que c'est une liste vraiment jeune chez Défi Saint-Josse. Ben, on recompose une équipe avec évidemment des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui veulent du changement pour Saint-Josse, ils veulent qu'on tienne compte de la jeunesse, de son avenir, de ses ambitions, de ses envies pour Saint-Josse, et ces jeunes, ils le méritent, et donc il faut les soutenir. C'est l'avenir. Vous soutenez alors M. Olivier Mingan aussi alors, ici. Bien sûr, nous soutenons la liste Défi ici à Saint-Josse, et j'espère que les gens liront leur programme, et les gens reconnaîtront dans cette équipe jeune une vraie envie de changement et de faire de la politique honnêtement. Ok, et en venant à Scarbeck un petit peu, comment ça se déroule là-bas? À Scarbeck, ça va très très bien. Moi, l'écho sur le terrain est très bon. Les gens sont très contents de la dynamique nouvelle qui est à Scarbeck. Il y a beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de changements. Les gens sont généralement contents. Bien sûr, tout n'est pas résolu. Il y a des problèmes de stationnement, des problèmes de travaux, mais dans toutes les communes, c'est un peu comme ça. Mais à Scarbeck, voilà, les gens sont globalement contents. Donc j'espère qu'ils vont soutenir l'équipe en place, qu'ils vont soutenir l'équipe du bourgmestre. On a une très bonne équipe, très forte, avec des gens très compétents, et on travaille pour le bien-être et l'intérêt général. Et vous avez eu, on va dire, un petit coup samedi passé avec les chevins du sport, Saïd Kessé. Voilà, Saïd est un très très bon échevin. Il a très bien travaillé comme échevin. Je suis très, très fier de son bilan et d'avoir travaillé avec lui. Malheureusement, pour une affaire qui n'a rien à voir avec la gestion communale, sa gestion communale est parfaite. Pour une affaire privée qui relève d'une affaire commerciale dans une société, il est injustement, je pense, inculpé dans une affaire pour une faillite
qui n'est pas de sa faute, mais il est inculpé. Et les règles chez nous, c'est qu'on ne doit pas entraîner de mauvaises images de nos candidats et de la liste. Et donc Saïd s'est retiré de la liste pour que cette affaire ne vienne pas entacher, noircir la candidature de la liste du bourgmestre. Et donc je le remercie de cet effort qu'il a fait, mais on va continuer ensemble, il va nous soutenir, on va travailler ensemble, on va travailler avec son bilan, ses idées et les gens qui sont avec lui, on va continuer à travailler dans la même Il s'est direction. retiré en bon volontaire. Il s'est retiré volontairement de la liste parce qu'il ne voulait pas que cette affaire, les éco-presse qu'il pourrait y avoir, donne une mauvaise image, parce que nous sommes des gens honnêtes, des gens propres sur la liste du bourgmestre et à défi. Et il ne voulait pas que cette affaire, qui n'a presque rien à voir avec lui, vienne nous embêter dans la campagne. Et on a des échos que depuis quelques jours, après la démission de M. Kessé, qu'il y a des candidatures qui vont démissionner, ils vont se retirer de la liste. Non, il y a toujours un débat pour savoir comment le remplacer, etc. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a une seule place qui se libère et il y a 25 personnes qui veulent l'occuper. Donc il faut toujours trouver des solutions pour que tout le monde soit d'accord. C'est un esprit d'équipe. Chez nous, liste du bourgmestre, à défi, on a un vrai travail d'équipe. On fait travailler et gagner tout le monde ensemble. Et sur une liste aux élections communales, la place n'est pas importante. Tous les candidats, à n'importe quelle place, s'ils font leur score, s'ils font leur voix, s'ils sont soutenus par leur famille et leurs amis, à la 30e place, à la 40e place, ils peuvent être élus. Et sur ma liste, c'est comme ça. Et l'engagement que je prends, c'est d'aider tous mes candidats pour faire un travail d'équipe et gagner tous ensemble. Et vous avez déjà pris quelqu'un à sa place, M. Kessé? On a réfléchi avec la liste, le comité des filles. On va changer une série de personnes sur la liste. Ça n'a pas de sens de dire aux électeurs, à la 3e place que Saïd occupait parce qu'il est échevin depuis 18 ans, de mettre quelqu'un qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas. Et donc on a avancé des gens qui avaient déjà de l'expérience, qui sont des gens déjà connus, et on va faire un peu de place pour mettre plus en avant la communauté turque sur la liste également. Sur la communauté turque, alors vous allez baser encore? Ben, on a beaucoup de candidatures. Déjà, il y en a 7 sur ma liste, des candidats qui sont très bons et très intéressants. Donc, on va les mettre plus en avant pour bien continuer à montrer qu'on travaille aussi avec toute la communauté turque de Schaerbeek. À part ça, vous avez plusieurs communautés qui sont mélangées? Il y a des candidats de tous les quartiers, toutes les communautés d'origine belge, francophone. Il y a 2 néerlandophones sur la liste. Il y a des communautés turques, communautés marocaines, communautés albanaises, communautés congolaises. J'ai un allemand, j'ai un italien. Enfin bon, il y a des gens de tous les coins qui travaillent ensemble pour faire réussir Schaerbeek. En tout cas, je profite de vous avoir trouvé comme ça. Je pose des questions encore. Et vous avez fait une coalition encore? J'ai une équipe qui travaille bien. Je travaille liste du bourgmestre avec Écolo et Groen. On travaille bien depuis 15 ans. On produit ensemble le changement qui est à l'œuvre à Schaerbeek. Les gens sont contents de voir ce changement. Il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. CDH? Le CDH est fragilisé pour l'instant. Donc je ne peux pas m'engager à prendre le CDH s'il perd les élections. Et donc, s'il gagne les élections, alors il pourrait être un partenaire. Mais s'il les perd, alors je dois respecter le vœu de l'électeur et je ne dois pas les mettre dans la majorité. Ok, merci, M. Bernard. Voilà.